Bien, donc mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous nous réunissons aujourd'hui donc pour une table ronde. Vous nous entendez en visio? Oui, parfait. Donc pour une table ronde avec des représentants des producteurs de boissons sucrées et édulcorées et d'aliments dits de faible qualité nutritionnelle. J'aime bien le dit. Il faut être provocateur un peu de temps en temps au départ. Ces auditions se placent, mesdames, messieurs, dans le cadre des travaux de la mission d'évaluation et de contrôle des comptes de la sécurité sociale sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé. Nos collègues rapporteurs Elisabeth Doineau, rapporteure générale de la Commission des affaires sociales, et Katia Poursopoli ont en effet été chargés par l'AMEX le 17 janvier dernier de réaliser un contrôle sur ce thème. Ce contrôle, qui s'inscrit dans une réflexion sur les politiques de prévention en santé, concerne également la fiscalité du tabac et la fiscalité de l'alcool. Nous avons déjà entendu donc publiquement les industriels du tabac, la Confédération des buralistes le 27 février et les représentants et producteurs de boissons alcoolisées le 19 mars. Il nous a en effet semblé important, dans un souci de transparence, que les auditions des représentants des différents secteurs soient publiques. Comme c'est l'usage, ces auditions publiques n'empêchant pas les rapporteurs de mener leurs propres auditions, qui sont nombreuses, plus de 25 auditions ayant été réalisées ou étant prévues. Nos travaux, mesdames, messieurs, de cet après-midi font donc l'objet d'une captation télévisuelle qui est diffusée en direct sur le site du Sénat, puis accessible en ligne. Ils feront également l'objet, comme c'est l'usage, d'un compte-rendu public. Nous aurons donc le plaisir d'entendre M. Laurent Auger, directeur général de l'Association internationale des édulcorants, Mme Hélène Courade, directrice générale des boissons rafraîchissantes de France, et en visioconférence, M. Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industriels alimentaires. Je salue aussi M. Foucault. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de l'AMEX. Je vous invite, dans un premier temps, à tenir chacun un bref propos similaire d'environ 5 à 10 minutes. Les sénateurs présents, et en plus des rapporteurs et de moi-même, il y a 3 sénateurs présents, auront évidemment la possibilité de vous poser ensuite des questions qui leur viendront au fur et à mesure de la discussion. Je suggère que nous commencions par les personnes physiquement présentes, soit M. Augier, soit Mme Courade, puis nous pourrons entendre en visioconférence M. André, s'il en est d'accord. Pas de problème. Très bien. Mme Courade. Je vous remercie. Merci tout d'abord de votre invitation à cette audition. Je pense que c'est important effectivement de revenir sur qu'est-ce qu'on attend de ces taxes et quelles sont leurs ambitions et leur efficacité pour mesurer pleinement l'impact qu'elles peuvent avoir. Ce que nous, on a pu constater chez Boissons Rafraîchissantes, puisqu'on est le secteur qui a effectivement été précurseur sur la mise en place de cette taxe. Alors, je ne vais pas faire le détail de tout ce qu'on a mis dans le questionnaire que vous nous avez adressé, et je pense que les questions seront peut-être plus propices à développer certains points. Mais ce qu'on constate en premier lieu, c'est que si l'objectif est de lutter contre l'obésité, ce n'est pas nécessairement le meilleur outil qui le permet. Ce que l'on constate, c'est que cette taxe n'est pas corrélée avec une baisse de l'obésité dans les pays qui l'ont mis en place. C'est vrai en France, mais ça a pu être constaté également dans d'autres pays. Ce qu'on constate finalement, c'est que dès lors qu'il y a une mise en place de taxes, s'il y a une légère baisse ou une baisse constatée dans les premiers temps, sur le long terme, il y a un effet de remise à niveau d'habitude prix qui se fait, et les consommateurs finalement sur le long terme, continuent à consommer ces produits, ou en tout cas les substituent par d'autres produits plaisir. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que s'il y a une taxe soda, le nombre en l'occurrence pour nos produits, le nombre de calories consommées ne baisse pas foncièrement. Donc il y a une espèce d'adaptation du consommateur qui se fait vers d'autres produits en report.
Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ce sont des entreprises qui sont basées sur un territoire français, qui sont produites en France. Donc il y a un vrai impact sur nos adhérents. Sur mes adhérents, on pense tout de suite au plus gros de mes adhérents. Il y a aussi des petites PME et TPE qui sont impactées avec un impact qui n'est pas négligeable. On parlait très rapidement tout à l'heure, on faisait référence à des amendements qui ont été déposés avec des reformulations de cette taxe soda avec un impact important en termes de calcul de taxes qui peuvent avoir de vrais impacts stratégiques pour les petites entreprises. Donc je n'ai pas de calcul très clair et ça on pourrait demander à nos petites entreprises de vous fournir des éléments si vous le souhaitez. Mais c'est important à prendre en compte parce que l'impact économique dans un... Alors je sais que ça a été développé notamment dans le questionnaire de l'ANIA, mais sur la compétitivité des entreprises est pas négligeable pour des petites PME, TPE, mais aussi pour les gros groupes évidemment. Il y a un dernier point sur lequel je voulais revenir, parce qu'on a beaucoup lu dans la presse très récemment l'efficacité de la taxe soda sur l'obésité, et notamment par un rapport qui est celui de l'Observatoire de l'alimentation, qui est sorti il y a quelques semaines, où la presse s'est fait l'écho d'un impact positif de la taxe sur la lutte contre l'obésité, comme outil efficace. Je voulais revenir dessus parce que c'est important de le souligner. Le rapport, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Ce rapport de l'Observatoire de l'alimentation dit, je le cite, « À noter qu'il n'est pas possible, dans la suite de cette partie, de distinguer les impacts liés à la taxe de ceux liés à un accord collectif. » En fait, effectivement, il y a un impact sur le consommateur qui est constaté, mais qui n'est pas forcément lié à la taxe. Aujourd'hui, ce que dit le rapport, c'est qu'on ne sait pas si c'est lié à la taxe ou plutôt à des accords sectoriels au niveau européen et français qui ont eu un impact. Donc je voulais juste revenir sur ce point pour ne pas qu'il y ait de conclusions trop hâtives au regard de publications qui ont été faites très récemment ou voilà, qui ont été un peu simplifiées par rapport à ce rapport. Voilà, pour faire court dans un premier temps. Merci, Monsieur Auger. Merci, Monsieur le Président. Et merci beaucoup d'avoir pensé à inviter l'ISA, l'Association internationale des édulcorants. Juste un point très très bref. Nous sommes une association internationale. Nous sommes basés à Bruxelles. Nous opérons au niveau global, aussi qu'au niveau européen et, si besoin, au niveau français, effectivement. Vous avez dû voir dans nos réponses écrites au questionnaire que forcément, certaines questions, on a dû couper court, étant donné que nous n'avons pas accès à ce genre d'informations précises sur le marché français. Voilà, je tenais juste à préciser, mais c'est dû à la nature de notre entité. En tant qu'association, nous représentons les producteurs, mais à la fois les utilisateurs de substances édulcorantes qui peuvent être utilisées en tant qu'ingrédients alimentaires dans des produits ou des boissons, mais également les producteurs d'édulcorants de table, qui sont des produits autonomes, dans ce cas-là, qui ne sont pas des ingrédients en tant que tels. Notre association, juste pour finir sur une petite introduction, est vraiment focalisée sur l'aspect scientifique. C'est quelque chose que l'on défend vraiment très fortement pour essayer de promouvoir certaines informations vraiment les plus de qualité possible et le plus à jour en termes de données scientifiques, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'aspect nutritionnel. En ce qui concerne la taxe comportementale, c'est détaillé dans le questionnaire, mais effectivement, en tant que position pour notre association, on pense vraiment qu'il y a, en ce qui concerne les édulcorants, donc à faible teneur en calories, qu'il y a vraiment une sorte de compromission d'avoir inclus ce genre d'ingrédients dans la base de la taxe, en tout cas d'être couvert par cette taxe, étant donné les avantages qu'on peut retrouver dans ce genre d'ingrédients. On pense notamment à l'édulcorant en tant qu'outil, un des outils qui peut contribuer, par exemple, dans le cadre d'un régime équilibré, à apporter quand même cette sensation de goût sucré, tout en préservant l'apport calorique. Excusez-moi. Donc ça peut être ce genre d'avantage.
On a des avantages au niveau de la glycémie, par exemple. Ce sont des corollaires, hein, tout de suite. On peut penser, dans ces cas-là, aux personnes souffrant de diabète, qui ont accès à une offre de produits vraiment différente grâce à ce genre de produits contenant des édulcorants. La glycémie ne va pas bouger, par exemple, après consommation de ce genre de produits. Donc ça amène des choses différentes. Mais il y a également des avantages, on pourrait regarder en termes de santé bucco-dentaire, par exemple, où l'aspect cariogène n'est pas porté par exemple, un aliment ou une boisson contenant ce genre d'ingrédients. Donc, on pense qu'au final, inclure ce genre d'ingrédients dans ce genre de taxe a même un effet un peu vraiment négatif et teinte négativement un ingrédient qui apporte pourtant des avantages. Il y a une sorte de dissonance par rapport au message qui pourrait être véhiculé par rapport au consommateur final, notamment quand on pense à d'autres objectifs de politique publique. La lutte contre l'obésité a été mentionnée, et tout ce que ça peut déclencher, notamment je reparle du diabète dans ce cas-là. Et il peut y avoir une sorte de contradiction, en fait, entre les objectifs qui sont affichés par les différentes politiques publiques. Donc voilà, c'était simplement un premier propos, et je pourrais revenir vers vous s'il y a des questions précises. Merci. Monsieur André, je vous laisse la parole. Oui, merci. Bonjour, Monsieur le Président, mesdames les sénatrices. Alors, d'abord, j'ai apprécié que vous m'ayez présenté comme le président de l'Association nationale des industries alimentaires et non pas celle à faible intérêt nutritionnel. Donc, ça me permet quand même d'être un peu optimiste. Je ne veux rien rajouter à ce qui a déjà été dit par les deux intervenants, mais je veux justement prendre ce rôle un peu de président de l'industrie alimentaire. D'abord, pour rappeler ici que le sujet, de quelque manière qu'on le traitera, touche à la première industrie de ce pays. Parce que j'aime à le rappeler, l'industrie agroalimentaire est la première industrie de ce pays, avec les 450 000 emplois, avec les 19 000 entreprises qui tournent. Et je suis sûr que mesdames les sénatrices ont dans leur circonscription bien en tête et visualisent très bien les entreprises dont nous parlons. Ça ne va pas vous surprendre, à la fois par conviction et par pragmatisme. Nous, on n'est pas pour un système de taxes sur ce sujet-là comme sur d'autres. Parce que je pense que, premier élément, il en va de la santé économique de notre secteur. On passe, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous le savez sans doute, on passe depuis plusieurs années des années assez compliquées en termes de restauration simplement de compétitivité après des années de déflation. Les chiffres de l'export, s'il fallait prendre qu'un seul paramètre, sont là pour montrer que l'industrie alimentaire a diminué de moitié sa part de marché à l'export. Donc, ce n'est pas un signe de très, très bonne santé. Deuxième chose, mais je crois que Hélène Courade l'a mentionné, on a pas mal de filiales françaises, étrangères sur ce territoire. Et on a essayé d'expliquer, et nous expliquons régulièrement à ces filiales, à ces groupes étrangers, de continuer à croire et à investir en France, notamment par rapport à de la visibilité. Et notamment ces derniers temps, on a donné, le gouvernement d'ailleurs, enfin pas que le dernier, mais les derniers gouvernements ont voulu donner de la visibilité en termes de taxation. Impôts et taxes, en anglais, ça se dit taxes. Hein. Ils ne font pas la différence entre des taxes nutritionnelles ou d'autres taxes. Et je pense qu'il est important de ne pas revenir à cette image de la France qui, à chaque fois qu'il y a un problème, essaie de le résoudre par les taxes. Deuxième élément, on sort à peine d'une période de très forte inflation, pour ne pas dire de hyperinflation. C'est très compliqué aujourd'hui, l'activité, notamment en volume, pour la plupart de nos entreprises. Vous vous rappelez que l'été dernier, on a beaucoup parlé de ce fameux club des 75 plus grosses entreprises. Guère 20% de ces sociétés ont eu une évolution volume positive en 2023. La plupart ont des reculs en volume et c'est essentiellement dû à de l'inflation. Donc, si on ajoute des effets inflationnistes, parce que les taxes le seront sur ce contexte-là, ça fera que compliquer une situation qui, par ailleurs, l'est déjà par le fait qu'on a deux niveaux de TVA, on a des redevances, etc. Ensuite, sur l'impact, certains pays ont tenté l'expérience de la taxe, et sans doute de très bonne foi. L'expérience très intéressante est celle du Danemark, qui est revenu en arrière, à la fois pour des problèmes d'efficacité, mais aussi parce qu'il y avait des implantations parallèles. La taxe soda, Hélène Courade en a parlé, je ne dis plus rien. Sur la partie obésité, je pense qu'il faut tout de suite dire clairement ici,
personne n'a vraiment le monopole de lutter contre l'obésité. Je suis dans la vie civile, j'étais pendant 18 ans, et je suis maintenant encore le président non exécutif de Haribo. Je peux vous assurer que moi, j'ai toujours eu à l'esprit à la fois de développer mon entreprise et à prendre en compte des problématiques de politique publique telles que l'obésité, qui sont dont les causes sont multifactorielles et nombreuses, et sur lesquelles, je peux vous assurer, on est tous mobilisés. Un effet pervers de l'inflation, c'est que aussi en termes de investissement sur le budget des ménages, vous n'êtes pas sans savoir que si en moyenne l'alimentation c'est 15% du budget des ménages, pour ce qu'on appelle un peu technocratiquement les CSP-, mais ça a le mérite d'être clair, ceux-ci ont une part de l'alimentation dans leur budget encore plus importante. C'est-à-dire qu'une taxe pour ces catégories de consommateurs, et j'ajouterais de citoyens, est encore plus pénalisante. Et dernière chose, on a quand même, je fais toujours la comparaison avec les autres pays, on est quand même de loin les entreprises les plus taxées. Je ne pense pas que ça soit là la solution. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'imagine qu'on va évoquer ensemble les pistes. Dernier mot, on a une industrie agroalimentaire. On a des produits français qui, je vous l'assure, vus de l'extérieur, sont très appréciés. Que ce soit dans le domaine des produits sucrés, que ce soit dans les produits gras, mais je vous rappelle que le fromage, c'est un produit gras, on est envié à l'extérieur. Et il s'est développé sur les 3-4 dernières années un vrai courant de ce qu'on appelle de food bashing. Et on a cette particularité en France de se mettre dans des situations où on est capable de s'auto-flageller sur des aspects de notre économie que tous les autres nous envient. Donc, notre position est de dire traitons le problème, et il ne faut surtout pas le nier, sans doute pas à travers les taxes. Et par contre, il faut que vous nous challengez effectivement sur les pistes de travail autres que celles-ci. Bien, merci beaucoup. Pour l'instant, je n'interviens pas. Je passe la parole directement à Madame Doineau. Madame, messieurs, merci déjà d'être avec nous cet après-midi pour ces auditions qui sont très importantes dans nos recherches. Et c'est vrai que si nous sommes très conscientes l'une et l'autre avec Katia Poursopoli, qui est rapporteure à mes côtés, de l'importance de nos industries agroalimentaires sur nos territoires, nous sommes aussi membres de la Commission des affaires sociales et donc nous avons évidemment un focus tout particulier sur la santé de nos concitoyens. La santé de nos concitoyens qui peut d'ailleurs s'améliorer si on a l'idée que chacun puisse faire de l'activité physique, bien se nourrir, peut-être être moins dans les addictions. C'est pour ça que, en fait, cette mission d'information, elle est sur un champ très vaste, comme vous l'avez vu, tabac, alcool, boissons sucrées, aliments trop salés, trop sucrés, voilà, etc. Donc, c'est pour examiner le champ de la fiscalité comportementale. Mais on le voit bien depuis que nous avons commencé ces auditions, il y a effectivement d'autres leviers que les taxes pour améliorer justement la santé des Français et réduire les risques. Parce que c'est surtout ça, réduire les risques. À long terme, c'est aussi réduire les dépenses de santé. Or, on le voit bien, le déficit de la sécurité sociale, en grande partie, chaque année, est dû aux augmentations du déficit de l'assurance maladie. Donc, c'est pour ça que nous recherchons les uns et les autres à améliorer les choses. Et notamment sur le champ du tabagisme, de l'alcoolisme, on voit bien qu'il y a des morts évitables aussi. Alors, vous me direz, là, du coup, des morts évitables, donc les gens vivent plus longtemps et ils vont vieillir plus longtemps et donc ce sera des dépenses aussi. Mais enfin, elles sont beaucoup moins importantes en termes de conséquences. Et on sait que dans le cas de l'alcoolisme, par exemple, il y a des conséquences en termes de violence sur bien d'autres aspects de la vie courante. En tout cas, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, ce sont les aliments, les boissons sucrées. Et donc, on a bien reçu l'ensemble de vos réponses au questionnaire. D'ailleurs, nous vous en remercions. Nous avons eu ça récemment, donc on n'a pas pris totalement, comment dirais-je, la mesure en tout cas, on a regardé, on a lu brièvement, mais on n'a pas regardé à fond ces réponses. C'est pour ça qu'on va aller peut-être un petit peu plus sur certains aspects, notamment le fait que vous avez déjà entamé, madame, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, la taxe,
voilà, c'est pas forcément ce qui donne des résultats pour un comportement plus vertueux. Alors, moi, j'ai envie de vous entendre les uns les autres sur qu'est-ce que vous proposez. Est-ce que vos industries travaillent aussi avec des professionnels de la santé, des diététiciens, je parlais tout à l'heure, vous parliez aussi du sucre, pourquoi pas avec des dentistes, pour essayer de voir comment on améliore finalement la santé de nos concitoyens. Donc, ma question, elle est là. Quels sont les leviers aujourd'hui que vous travaillez pour un meilleur comportement de consommation et de boissons et d'aliments qui pourraient améliorer cette santé? Merci. Je vous laisse répondre. Merci. On fait le même ordre. Merci beaucoup. On va se dire les choses. En vrai, s'il y avait un antidote magique pour lutter contre l'obésité, ça serait, et on ferait en sorte de l'avoir. Évidemment, c'est un panel. On sait que l'obésité, c'est une cause, c'est multifactoriel, et que donc c'est un ensemble d'outils qui vont permettre de lutter contre ce fléau qu'est l'obésité. Le premier outil, c'est évidemment l'éducation nutritionnelle. Ça, je pense que c'est un constat qui va être partagé. C'est que les gens soient conscients qu'il faut avoir une consommation raisonnée, raisonnable de nos produits dans un cadre d'un mode de vie sain de manière générale. Donc ça, c'est un premier constat. Après, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en ce qui concerne mes adhérents, que ce soit sur des engagements dans le cadre de l'ANIA avec la charte alimentaire sur la publicité, que ce soit sur la réduction de sucre, il y a déjà des engagements qui ont été pris. Pour être très clair sur tout ça, c'est ce qui a été fait avant et qu'est-ce qu'on fait demain. Aujourd'hui, dans notre syndicat, c'est une discussion qu'on a sur qu'est-ce qu'on fait pour demain, pour aller plus loin. Aujourd'hui, j'aurais adoré arriver avec des engagements sur la table. C'est encore un chantier ouvert qui n'est pas simple parce qu'il faut aligner tout le monde, on a des grosses entreprises et des petites entreprises et qu'il faut que l'ensemble des adhérents puissent suivre dans des délais raisonnables pour tous. Donc c'est un chantier qui est ouvert. Mais les adhérents sont pleinement mobilisés. On a encore une réunion la semaine prochaine. Donc c'est un chantier qui est en cours. Et je serais ravie de revenir vous présenter les conclusions de ces travaux-là dès lors qu'on aura des engagements. Mais concrètement, sur quoi on a pu travailler, ça va être effectivement la réduction du taux de sucre, que ce soit au sein de notre association française, mais aussi européenne. Ça va être la publicité avec la charte alimentaire, travailler avec l'ANIA. Ensuite, chaque entreprise a des engagements ou des bonnes pratiques un peu sectorielles sur le sucre, sur ces sujets de publicité au sens large qui vont parfois au-delà. Donc c'est vraiment les deux axes qui sont vraiment travaillés aujourd'hui pour avancer sur ce sujet-là. Et après, je pense que c'est ce que Jean-Philippe André expliquait. On ne demande qu'à discuter avec vous sur s'il y a des pistes identifiées pour aller au-delà. Évidemment, on est prêt à les travailler, à les discuter avec vous avec plaisir. Oui, merci. Donc, après, le cas est un peu spécifique en tant que représentant juste d'un type d'ingrédient qui est simplement une option. Effectivement, mais je peux un peu corroborer ce qui vient d'être dit. Il y a cet aspect d'effort de reformulation mis en place par des entreprises, essayer de changer le profil et la composition de certains produits ou certaines boissons, des efforts qui sont continus de toute façon, en essayant à chaque fois, et ça rentre dans le cadre des engagements que Mme Courade citait, par exemple de réduction du sucre. Là, l'édulcorant est une des options, par exemple, qui peut contribuer à offrir différents types de produits, avec des profils différents, effectivement. Ça, c'est un aspect très fort pour les adhérents. En ce qui concerne au niveau association, en ce qui nous concerne, ça va être aussi, dans ce cas-là, sur l'aspect d'éducation nutritionnelle. C'est très présent quand je pense à certaines campagnes de communication. On a eu très récemment, je crois, il y a 2 semaines, la journée mondiale pour la santé bucco-dentaire, où il y a 1 semaine. C'était pareil, la journée mondiale contre l'obésité, il y a 3 semaines. Voilà, tout ça s'accompagne à chaque fois d'efforts et de vraies campagnes mises en ligne par nous, par exemple, ou nos partenaires, je pense au niveau européen, au niveau global, pour tout simplement venir avec des informations claires, vérifiées, qui promeuvent un mode de consommation par rapport à un régime équilibré,
couplé à l'activité physique, tout ça. Donc ce genre de message faisant consensus dans la communauté des experts en nutrition, on en est un relais. On en a un relais très fort par beaucoup d'activités. Et peut-être un dernier point, je reviens sur l'angle un peu scientifique, mais en ce qui nous concerne, ça va être des projets de recherche. Certains projets de recherche un peu au long cours, sur plusieurs mois et années, en partenariat avec des universités, aussi en transparence. Je pense notamment à certains projets que nous avons encore en cours avec plusieurs universités, dont les protocoles ont été publiés, par exemple. Ce qui fait aussi disponible pour commentaires, ce qui nous aide à améliorer la qualité de l'étude, et on espère que les résultats vont aussi participer à la discussion, en toute transparence. Donc il y a aussi cet angle-là qu'on trouve très important, parce que ça reste un investissement substantiel de la part de l'association. Monsieur André. Oui, je rebondis sur ce que disait Madame la rapporteure, pardon. La caractéristique de notre manière de traiter nos affaires, c'est à la fois de chercher l'efficacité des affaires, mais de le faire en toute responsabilité. Et donc, une fois que j'ai dit ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire qu'on n'est pas favorable à remettre des taxes là où il y en a, on est prêt à vous soutenir et à être aussi challengé sur un certain nombre de pistes. Alors, c'est à la fois le président de l'ANIA qui parle, mais aussi un industriel. Moi, j'ai travaillé dans la bière, donc j'aurais pu participer à une autre table ronde, et donc je le répète aussi dans la confiserie. Une première piste, c'est tout ce qui tourne autour de la reformulation de gamme. Alors, vous avez avec Hélène Courade, l'un de ses principaux adhérents, a démontré très bien qu'on pouvait reformuler une gamme sans perdre de l'efficacité commerciale. Quand vous prenez un produit zéro sucre, j'ai pas l'impression, pour suivre le sujet d'assez près, que l'efficacité de l'ensemble de la gamme de cette société en était affectée. Le brasseur que j'ai été, au fil du temps, au début, on a eu beaucoup de mal, rappelez-vous, à imposer la bière sans alcool. Aujourd'hui, la bière sans alcool est devenue un vrai produit tendance. C'est-à-dire que là où c'était un produit qui était presque punitif, aujourd'hui, il y a une qualité de bière sans alcool qui défie certaines bières avec alcool. Je rappelle simplement aux uns et aux autres, moi j'étais directeur commercial de Cronenbourg, il fut un temps, on n'arrivait pas simplement en termes de process à mettre de la très bonne bière sans alcool sur le marché. Sur cette reformulation de gamme, quand vous avez un bonbon aujourd'hui, il ne faut pas prendre les gens pour des personnes qui ne sont pas informées. Évidemment, qui vont s'orienter en consommant un bonbon vers quelque chose qui fondamentalement est sucré. Ce que nous devons faire, et je pense que c'est ça l'attitude que vous devez pousser, vous devez. Alors, je ne sais pas, je mets des guillemets à inciter, parce que je n'ai pas le langage politique qui est le vôtre, mais dans une gamme telle que celle que l'entreprise que je représente, on a introduit progressivement des produits avec moins 30% de sucre. Et donc, je pense que dans un pays tel que la France, dans une économie ouverte, où le mot liberté, je l'espère, a encore un sens, on offre dans le domaine des colas, la possibilité de boire avec zéro sucre, dans le domaine de l'alcool, de boire de la bière sans alcool, dans le domaine de la confiserie, à prendre de la confiserie à moins 30%. Donc, moi, je vous inviterais déjà à cocher la case reformulation de gamme ou proposition de gamme qui va dans la direction de la politique que vous souhaitez promouvoir. La deuxième chose qui est liée à ça, c'est en termes de recettes d'une manière générale, parce que là, on parle du sucre, mais j'ai bien entendu que vous avez aussi dans votre scope tout ce qui est salé, sucré, etc. Ce serait intéressant, mais si on a besoin de vous alimenter là-dessus, on peut le faire. Je vous assure que si on prend les recettes des produits des grandes marques d'il y a 10 ans et vous les comparez aux produits des grandes marques aujourd'hui, toutes ces marques ont évolué. Je faisais référence au taux d'alcool, au taux de sel qu'il y a dans les produits, et je peux vous l'assurer, dans 5 ans, si on faisait la même réunion, ces mêmes recettes ont changé. Tout simplement parce que nous, on est condamnés à s'adapter au goût du consommateur. Et le goût du consommateur aujourd'hui nous oblige à prendre en compte qu'ils veulent moins de gras, moins de ci, etc. Et troisième piste
toujours autour du produit, c'est la portion. C'est la portion. Je vous redonne un exemple concret, parce que ça, au moins, ça a le mérite de frapper les esprits. Quand moi, j'ai commencé en 2006 dans une entreprise comme Haribo, le standard de packaging que nous offrions à tous nos consommateurs, mesdames et messieurs, c'était du 300 grammes. Systématiquement, on ne réfléchissait même pas, on donnait 300 grammes. Avec, sans doute, je l'admets, le risque que les 300 grammes soient consommés par une personne en une fois, plusieurs fois, etc. Aujourd'hui, le standard, il est bien en dessous des 200 grammes. C'est-à-dire en 15 ans, on a réduit très, très largement, on est passé de 200 grammes versus le 300 grammes. Simplement parce que la portion, aujourd'hui, devient un élément d'information que nous devons donner à notre consommateur, et que si dans notre métier, à la fin, les autres, de par le monde d'ailleurs, se sont accordés qu'il ne faut pas consommer idéalement plus de 25 grammes de bonbons par jour, par rapport à l'apport calorique que ça doit amener, eh bien, on développe des packaging qui vont être multiples de 25. Ça, c'est une première ligne sur tout ce qui touche à la gamme, à l'offre de gamme, à la portion et à l'évolution des recettes. Et là, vous pouvez demander, je répète, que nous, industriels, démontrions vers la route que nous suivons. La deuxième, ça a été évoqué par M. Auger, c'est l'éducation. C'est l'éducation parce que l'équilibre alimentaire, et je reviens malheureusement, notamment dans les foyers les plus exposés, et c'est encore une fois les CSP-, c'est pas quelque chose de naturel. Donc, il y a quelques années, si je prends l'exemple de l'ANIA, dans le cadre des chartes avec l'ARCOM, l'ARCOM nous a demandé, comme, je ne sais pas comment le mot que j'ai utilisé, mais comme gage de bonne conduite, nous a demandé de participer, notamment tous ceux qui font de la publicité sur les écrans, à des campagnes d'information, et nous avons produit avec l'argent de nos adhérents, des spots publicitaires d'information qui ont été co-construits avec les équipes de l'ARCOM. On peut l'imaginer de les co-construire avec d'autres personnes que l'ARCOM, mais ceci juste pour vous expliquer qu'il est de notre intérêt que les gens soient le mieux informés possible. Il y a des initiatives qui, pour l'instant, à mon sens, ne sont pas abouties encore. Je vais évoquer le Nutri-Score. Le Nutri-Score, là aussi, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Nutri-Score, ça signifie information, ça signifie transparence. Nous, on est favorable, dans l'industrie agroalimentaire française, à avoir un dispositif qui soit de dimension européenne, de manière à ce que ça stigmatise pas un pays par rapport à l'autre, afin qu'il n'y ait pas de distorsion. Mais le jour où il y aura ça, nous, on n'est pas du tout opposé avec un algorithme qui tient la route à alimenter le Nutri-Score. Enfin, et je terminerai par là, on soutient, on alimente et on paye un certain nombre d'initiatives. Alors, la grande majorité de nos adhérents qui sont annonceurs ont adhéré à l'EU Pledge, c'est-à-dire à cette norme, à ce code de conduite européen qui consiste à dire je ne fais pas de publicité dans les écrans qui pourraient être soumis à des enfants de moins de 13 ans. Je pense que la très grande majorité le fait. On a signé une charte ARCOM, et après je reviendrai sur le mot charte en termes de méthodologie, qui s'achève maintenant en 2024, et qui, de l'analyse même avec Simon Foucault, pas plus tard que jeudi, a porté ses fruits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne, upsilon près, 1%, 2% d'annonceurs sur les écrans enfants. Il y a des entreprises, je prends l'exemple de la mienne, où on est sorti des écrans enfants, mais il y a 10 ans, sans que personne ne le demande. En tout cas, l'immense majorité est sortie, et on est en train de travailler maintenant pour jeter les bases sur les engagements que va prendre l'industrie agroalimentaire sur la charte ARCOM qui va couvrir les années 2025-2028, les 4 prochaines années. Enfin, il y a des initiatives comme l'opération Vivons en forme à travers le programme VIF, qui, moi-même, j'étais surpris par les résultats. Donc, le fonds de dotation Vivacteo, il va être lancé là en 2024. Il y a 4 ministères au moins qui sont concernés, c'est santé, collectivité territoriale, agriculture
et industrie. Et quant aux premiers résultats du programme VIF, on vous les a mis dans le dossier, je ne vais pas vous les lire à nouveau. Il y a 270 villes qui sont adhérentes. Et pour certaines d'entre elles, alors j'imagine évidemment que dans le dossier, on a pris les exemples les plus frappants, mais je pense que c'est de bonne guerre. En tout cas, on voit des villes où le niveau de l'obésité, puisque le surpoids et l'obésité, puisque c'est de ça qu'on parle, à travers ces programmes d'éducation et d'impact direct au niveau du territoire, ont été particulièrement probants. Je vois là, dans le Nord, une ville qui a parlé à notre collègue sénatrice Saint-André-les-Lilles, le taux de surpoids d'obésité a diminué de 40% en 7 ans. Si ça, c'est vrai, ça veut dire qu'on va vers le bon sens. Est-ce qu'aujourd'hui, 270 villes, ça suffit au niveau d'un programme en France? Mais il y a Mézieux dans le Rhône, il y a Royan en Gironde. Si ça va dans ce sens-là, à ce moment-là, il faut promouvoir ça. Et laissez-moi juste terminer sur un mot de méthodologie. L'ensemble de ces dispositifs, vous l'aurez noté, ils ne sont pas coercitifs. On parle de charte ARCOM. On était la semaine dernière avec la ministre Olivia Grégoire, où on s'est mis d'accord de manière volontaire à travailler sur l'origine score. Le Nutri-Score, ça a démarré comme ça. Certes, ça prend un peu plus de temps, mais à nous regarder, ils s'habitueront, disait René Char. Moi, je répète toujours ça. Une entreprise aujourd'hui qui voit les résultats de ces initiatives et qui prendrait le risque de ne pas les soutenir, je peux vous assurer, elle le paierait cher demain ou après-demain en termes de développement de ses affaires. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame la rapporteure, puis vous répondrez ensuite. Oui, juste 2 ou 3 minutes. On pourrait en discuter d'une heure. Je suis du Pas-de-Calais, mais c'est la même chose. Je suis des Hauts-de-France. Et j'ai eu d'ailleurs le professeur Frogel par rapport à ce que, puisque c'est le professeur qui finalement dirige le centre Précidiab, qui travaille sur le diabète. Et il me disait que ça avait baissé de 40%. Ça avait baissé de 20% après le Covid parce qu'il y avait eu une explosion pendant le Covid. Et donc, cette explosion liée non pas simplement à l'alimentation, mais au fait que les enfants ne pouvaient plus pratiquer de sport, etc., qu'ils ne pouvaient plus sortir, qu'ils n'avaient plus d'activité sportive. Et donc, il me disait que c'était quand même... ça avait explosé pendant le Covid parce que finalement, il y avait un tas de facteurs qui étaient entrés en compte. Moi, j'avais de nombreuses questions sur la reformulation, mais vous y avez répondu. Moi, vous savez, je viens d'une région, le Pas-de-Calais, qui a beaucoup connu la désindustrialisation. Et forcément, comme l'ensemble de mes collègues, nous ne voulons pas, parce que nous savons ce que peuvent amener les catastrophes sociales, puisqu'en début de propos, vous évoquiez finalement l'industrie alimentaire qui forcément, dans chacun de nos départements, est très importante. Et il n'est pas évidemment... on sait ce que peut amener, donc par rapport à ce que vous disiez, la catastrophe sociale quand on licencie des gens qui finalement, évidemment, ça joue sur leur santé, ça joue aussi sur tout ce qui est addiction. C'est évident que lorsque on se retrouve dans une situation sociale difficile, on est impacté. Mais moi, par rapport à la santé, donc je voulais vous demander sur la reformulation, si finalement ça se faisait régulièrement, et comment vous procédiez pour reformuler un peu les produits. Et puis, je voulais vous demander... il y a des études qui sont faites actuellement, et notamment encore à Lille par le professeur Storm, sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Parce que nous savons aujourd'hui que les 1000 premiers jours de l'enfant sont aussi fort importants sur sa santé. Alors, je voulais savoir si vous aviez des comment dirais-je, pas des rendez-vous, mais si vous travaillez avec ces professeurs justement de médecine sur des produits nouveaux, puisque vous parliez tout à l'heure, bien évidemment, qu'on ne change pas les habitudes comme ça, mais en tous les cas, les 1000 premiers jours, c'est la découverte du goût pour les enfants. C'est la découverte de plein de choses, mais c'est aussi la découverte du goût. Et est-ce que finalement, vous travaillez
et vous reformulez des produits nouveaux pour justement que ceux-ci soient moins riches en apports, eh bien, tout ce que nous discutons, de gras, de sucre, etc. Parce que finalement, je voulais un peu vous demander ça, si vous aviez des contacts avec les professeurs de médecine, si vous travaillez cette question. Voilà, je vous remercie. Madame Courade. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à votre question sur la reformulation, effectivement, dans le secteur, en fait, il y a des engagements sectoriels, donc au niveau français et européen. Pour vous les détailler un petit peu, au niveau de Boissons Rafraîchissantes de France, que je représente, on a pris un engagement sur une période de 2010 à 2015 pour baisser de 5% le taux de sucre, qui a été complété par des engagements européens qui se décomposent avec plusieurs périodes. C'est un tableau qui récapitule tous les engagements qu'on a pris, publicité et aussi reformulation, que je pourrais vous transmettre éventuellement, qui sera plus global. Donc, au niveau européen, entre 2000 et 2015, on avait une diminution de 10%. Ensuite, sur la période 2015-2019, 10% de plus. Et enfin, 10% de plus sur la dernière période 2019-2025. Voilà, donc en gros, on a cette période successive, ce qui est très important pour avoir fait le test avec un de vos collègues parlementaires côté Assemblée nationale, chez un de mes adhérents, d'avoir goûté une boisson d'il y a 10 ans et le même produit aujourd'hui, c'est quand même assez marquant. Plus spécifiquement sur les 1000 premiers jours, en fait, il n'y a pas vraiment de sujet de reformulation, parce qu'en l'occurrence, pour les produits que je représente, en fait, j'espère presque qu'ils n'en consomment pas, en fait. Voilà. Donc, en fait, on revient sur un sujet d'éducation nutritionnelle, où, effectivement, là, c'est une éducation presque des parents à donner à leurs enfants une alimentation équilibrée, mais ça va avec ce que vous disiez, la découverte du goût et des produits de ce type, de l'équilibre alimentaire au sens large. Donc, on retombe là-dessus. Mais c'est... Là, bah, oui, alors... c'est jusqu'à 3 ans. Moi, je peux dire qu'à partir de 2 ans... Mais c'est presque c'est presque de l'éducation nutritionnelle aussi, c'est-à-dire que ce soit à 3 ans, mais c'est vrai à 10 ou à 15 ou même plus tard, mais on a plus une conscience de ce que l'on fait, c'est l'éducation autour de la consommation raisonnable du produit, en fait, qui doit rester un produit plaisir dans un cadre d'activité sain et équilibré. Mais pour le coup, effectivement, ça peut être tout à fait envisageable de travailler sur ces échanges avec les professionnels dont vous parliez pour creuser ce point-là. Je me permets juste un petit point complémentaire par rapport à ce qui était dit avant, très rapidement, pour vous souligner presque que ce qui a été dit par mes deux collègues faisait illustrer un petit peu les injonctions contradictoires auxquelles faisaient face les industriels. On parle des édulcorants comme outils pour reformuler nos produits. Or, aujourd'hui, les édulcorants sont aussi taxés. On parle de portions, donc de petits formats. C'est fait par certains de mes adhérents qui ont développé, sans les citer, des petites canettes. Aujourd'hui, quand j'ai des discussions sur les sujets emballage, qui est un autre gros sujet de notre syndicat, vos collègues qui travaillent sur les sujets économie circulaire demandent à se mettre fin au petit format. Aujourd'hui, il n'y a pas plus tard que quelques mois, j'ai eu des discussions avec le ministère de la Transition écologique, qui est dans le cadre de ce qu'on appelle la REP, donc c'est en gros la responsabilité élargie du producteur et comment on gère la fin de vie de nos emballages, qui vient pénaliser financièrement nos petits formats. Donc d'un côté, je partage, c'est quelque chose qui a été fait et développé par nos adhérents, développer des petits formats, sauf que derrière, on leur dit, bah oui, mais sauf que ça fait plus d'emballage, donc c'est pénalisé. Et donc là, il y a des vraies injonctions contradictoires entre les outils qu'on pourrait développer, mais qui derrière sont pénalisés. Et là, on a besoin de clarté. Très clairement, aujourd'hui, ils ont besoin de clarté là-dessus. Je vais être très claire, dans les discussions que j'ai eues avec le MTE, on leur a dit, on a clairement dit à la DGPR, coucou, on a un petit sujet santé. C'est vrai pour l'alcool, ça a été vrai soulevé également par le secteur de la bière. Voilà. Ils nous ont dit, oui, effectivement, on s'est rapproché de la Direction générale de la santé, vous avez raison, mais voilà. Bien. Monsieur Auger ? Oui, juste
Peut-être un point. Question Oui, un point très rapide, parce qu'en fait, c'est un peu indirect par rapport à notre syndicat, mais juste un point sur les 1000 jours de l'enfant. C'est assez simple, ça ne s'applique pas. Pour nous, les édulcorants au niveau européen sont simplement interdits dans les produits pour les enfants de moins de 3 ans. C'est très clair, le texte européen, à ce niveau-là. Voilà, juste une précision. Ok, merci. Monsieur André, quelque chose à préciser Non, par rapport à la question de Mme Poncopoli? Oui, juste pour abonder sur ce que vient de dire Hélène Courade, sur quand j'évoquais le portionnage, c'est vrai que le portionnage, c'est carrément antinomique avec l'objectif que poursuivent d'autres ministères. C'est exactement ça. Donc, si on baisse le portionnage, on va contre une autre politique publique. Non, sur les 1000 ans, qu'est-ce que je raconte? Sur les 1000 premiers jours, que vous avez évoqués, Madame la sénatrice, non, j'ai rien de particulier, si ce n'est pour encore me donner encore plus la conviction que pour nous c'est un sujet clé. On vient de lancer un plan de travail à l'ANIA qui s'appelle, c'est-à-dire de cet acronyme horrible que nous détestons, qui s'appelle alimentation ultra transformée. Juste pour dire que alimentation, on sait ce qu'on sait, on sait ce que c'est l'alimentation, on est fiers d'avoir sans doute l'une des meilleures au monde. Transformer, on en est fiers aussi puisque c'est notre métier. Et ultra, c'est toute la discussion qu'on est en train d'évoquer un peu sur le dénigrement du milieu. Et donc, à l'intérieur du plan de travail, il a été décidé qu'un des axes à identifier de manière beaucoup plus fin que nous le faisons aujourd'hui, et ça va dans le sens que vous suggérez, c'est avoir la connaissance scientifique de ce qui se passe par rapport par obésité et aussi notamment l'éducation des plus petits. Et là, vous évoquez les enfants, les 1000 premiers enfants, les 1000 premiers jours de l'enfant face à l'alimentation. On ajoute, nous aussi, il sera intéressant de voir aussi quelle est l'éducation des 1000 premiers jours de l'enfant face aux écrans, aux portables et à tout ce qui s'ensuit, puisque ça doit largement participer à tout cela. Juste un élément, vous avez commencé à en dire il faut éviter les catastrophes sociales. Évidemment, moi, je ne suis pas là pour affoler qui que ce soit. Hein. On a fort heureusement, notre industrie est très, très résistante ou résiliente, comme on dit maintenant. Donc, soyez plutôt rassurés, Madame la sénatrice. Je pense que vous avez des entreprises sur votre territoire qui ont appris à travers les années de savoir répondre à tout, y compris à ce qui est complètement contradictoire par rapport au développement des affaires. Et je prendrais plutôt, si je puis me permettre, le phénomène sous un angle complètement différent, c'est de dire non seulement pas avoir de catastrophe sociale, mais comment faire pour que des entreprises agroalimentaires qui sont tellement légitimes vis-à-vis des autres produits de l'étranger puissent devenir dans votre circonscription et pas que chez vous un avantage, quelque chose à développer. Et donc, je pense qu'on doit à la fois traiter les sujets que vous évoquez, mais se dire comment je fais pour développer nos affaires. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que parmi nos collègues sénatrices et sénateurs, quelqu'un prend la parole? Madame Poumirol, j'avais remarqué que tu avais envie de parler. Oui, peut-être. Merci, Monsieur le Président. Deux questions. Vous parliez d'éducation et moi, j'aimerais bien savoir quel est, sur le plan budgétaire, le pourcentage de budget que vous consacrez réellement à l'éducation, parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Et deuxièmement, vous avez parlé du problème que pose effectivement des injonctions contradictoires, parce que si on fait du plus petit boitage, effectivement, ça fait aussi des emballages en plus. Mais il me semble quand même que pour l'industriel, passer d'un paquet de 300 grammes à un paquet de 100 grammes et qu'on le laisse au même prix, il me semble quand même que c'est intéressant. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr de votre intention par rapport... Ben oui, c'est bien que je vais être suspicieuse et que je vais me faire... Mais je ne veux pas être agressive, mais enfin, je comprends bien aussi... on n'est quand même pas né de la dernière pluie, surtout moi. C'est non, une doya. Donc, quand même, nous faire croire que vous avez fait des plus petits paquets parce que c'est mieux pour la santé de nos enfants. Excusez-moi, mais moi j'ai du mal à l'avaler. Et donc je pense que le but réel est tout autre et qu'il est plus pour une recherche de profit, pour quelque part
lutter contre ces taxes qui vous dérangent toujours et qui pourtant nous paraissent à nous intéressantes parce qu'elles peuvent effectivement, et je pense qu'elles ont conduit quand même quelque part dans différents domaines, à améliorer, je dirais, notre comportement vis-à-vis de l'alimentation. Et si on parle aujourd'hui beaucoup des produits ultra transformés, j'espère quand même que effectivement l'éducation dans ce domaine-là va être bénéfique parce que Elisabeth a dit d'entrée, notre sécurité sociale va devenir un système insoutenable si nous ne faisons pas de la vraie prévention quant à toutes les pathologies chroniques qui sont celles qui grèvent vraiment le budget de la sécurité sociale. Et donc toutes les pathologies chroniques, c'est effectivement l'obésité, le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, etc., etc. Et là, il faut de la véritable prévention. Voilà, donc voilà. Si vous pouvez me répondre sur la part de budget que vous consacrez à l'éducation, ça m'intéresserait beaucoup. Je vous laisse répondre. On fait le même ordre. Alors, moi, je ne suis pas entreprise, donc je ne pourrais pas dire par entreprise quel est le budget. Voilà. Mais je pense que le sujet de l'éducation, c'est en premier lieu un sujet d'information. Donc, il y a toute l'information sur le packaging qui est développé par les entreprises. Jean-Philippe André parlait du Nutri-Score et de la position sur le Nutri-Score qui est partagée au sein de l'ANIA, dont on fait partie pour aller jusqu'au bout du sujet. Après, sur l'éducation en tant que telle, moi, Boissons rafraîchissantes de France, je n'ai pas d'action à proprement parler d'éducation. Pardon ? Alors, là, je vais laisser peut-être l'ANIA répondre sur le fond vif, mais en tant que tel, moi, pour Boissons rafraîchissantes, en l'occurrence, le point est là. Boissons rafraîchissantes, on va être très clair, en termes de ressources, c'est pas la panacée. On est 2 salariés. Voilà, on a quand même un outil limité. Mais je vais laisser peut-être Jean-Philippe André répondre plus spécifiquement sur ce sujet, du coup. Oui, j'ai pas le chiffre sur la main, mais on va vous le fournir, madame, parce que je le répète, l'action la plus claire et quantifiable, c'est la participation des annonceurs de l'ANIA à des campagnes, à la production de spots, et à la diffusion de messages publicitaires, si on peut les appeler ainsi, d'éducation. Donc, on va vous donner le montant qui a été fixé. Je peux vous dire, et je le répète, la semaine dernière, nous, on a montré notre disponibilité, notamment avec l'ARCOM, en disant que si il fallait refaire ça, et non seulement le refaire, mais le renforcer, on est disponible pour le faire. Parce que je ne peux pas, dans la même phrase, dire je ne veux pas de taxes nutritionnelles et ne pas démontrer notre disponibilité à cela. Donc, Simon Foucault, qui est là, va vous transmettre le chiffre et vous pourrez l'intégrer dans le rapport. Pour la deuxième partie de votre intervention, madame, mais c'est vous qui l'avez dit, je vous trouve en effet particulièrement suspicieuse, mais c'est de bonne guerre et j'accepte volontiers le débat avec vous, simplement pour dire qu'on peut être un industriel, je l'ai été dans la bière, on peut être un industriel et avoir 2 objectifs concomitants et qui courent en même temps, c'est-à-dire développer nos affaires, faire en sorte que les salariés qui travaillent pour nous, que l'actionnaire qui nous supporte, voit les affaires se développer, et je le répète, du salarié jusqu'à l'actionnaire. Si vous le voulez, je pourrais vous donner des informations sur ce que j'appelle le développement harmonieux des affaires, et de l'autre côté, avoir une position responsable. Nous sommes sortis des écrans enfants il y a plus de 10 ans, alors que personne ne nous a obligés. Nous avons modifié, nous avons sorti les additifs de nos produits, alors que personne ne nous obligeait. Est-ce que pendant ce temps, le courant d'affaires s'est arrêté? Non seulement il ne s'est pas arrêté, mais il s'est développé. Et donc, je crois que c'est ça l'état d'esprit dans ce pays qu'il faut arriver à faire passer, en étant responsable, en parlant aux gens, oui, je te vends plus 300 grammes, je te vends un peu moins à 175, il y a un prix différent, soyez rassurés, mais effectivement, mon but, c'est que je développe plus de ventes à 175 parce que j'élargis, je prends des parts de marché à mes concurrents qui n'ont pas fait les mêmes choix. Ça, je pense que ça, c'est à souligner, et la très grande majorité des entreprises privées, par définition, ont à cœur de développer ce modèle vertueux. Voilà. Merci. Madame Bonfanti.
Oui, merci. Madame, vous avez dit tout à l'heure que la taxe n'est pas corrélée avec la diminution de l'obésité, car les habitudes sont prises. C'est ce que vous avez dit. Or, dans de nombreux pays, cette taxe sur les boissons a permis de réduire considérablement la consommation de boissons sucrées et les sommes sont réinvesties dans des programmes de prévention, ce qui est effectivement quelque chose d'intéressant. C'est donc une taxe comportementale. Elle marche pour le tabac. Pourquoi elle ne marche pas dans ces boissons sucrées? Et puis, vous avez dit tout à l'heure, là c'est juste pour mon information, qu'on taxait aussi les édulcorants. Est-ce qu'on taxe aussi les édulcorants naturels comme la stevia? Qui répond? Allez-y. Alors, sur la première partie, peut-être que je laisserai mon collègue sur les spécifiquement sur les édulcorants répondre. Sur le sucre. Sur la partie sur le goût formaté aux boissons sucrées. Sur la partie effet de la taxe, effectivement. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro parce que... Pardon, excusez-moi, à force d'allumer et éteindre, je me suis arrêtée sur éteindre. Donc, je reprends, excusez-moi. Donc effectivement, ce qu'on constate, c'est dès lors qu'il y a une mise en place de taxes ou une augmentation de taxes, une baisse de la consommation court terme et en fait une habitude au prix qui fait que la consommation sur le long terme réaugmente. En fait, le consommateur s'habitue facialement. En fait, dans un premier temps, il va voir le prix augmenter, donc se dire « j'achète pas ». Voilà, pendant un temps. Et cette habitude prix se faisant, en fait, il revient à l'achat. Sur la période... Sauf que s'il voit que ça lui fait du bien, il ne reviendra pas à l'achat. Alors, en l'occurrence, là, je vous parle de ce qui a été constaté, mais sur le terrain. Sur la période, là où je disais que ça n'avait pas d'impact sur le nombre de calories consommées, c'est que sur cette période où ça diminue, effectivement, vous n'avez pas de baisse du nombre de calories consommées. Donc ça veut dire que le consommateur va boire, manger autre chose en substitution à ça. Et c'est là où l'outil, sur le long terme, n'est pas nécessairement efficace. Je vous prends un des pays où il y a le plus fort taux de taxe soda, c'est le Chili, c'est le Mexique, qui ont aussi les plus forts taux d'obésité. Donc il peut y avoir, ça peut être un outil, mais en tout cas ce n'est pas... La panacée de lutte contre l'obésité, c'est une certitude. Voilà. Sur les édulcorants? Oui, merci. Juste pour répondre à la question, non. La catégorie est plus large. Nous avons des édulcorants, on peut dire, à faible teneur en calories et sans calories, que nous représentons essentiellement à l'ISA. Il y a aussi d'autres édulcorants, on va dire, sur un spectre plus proche du sucre, en termes de pouvoir sucrant, moins intense. Et ceux-là ne sont pas tous taxés, effectivement. J'aimerais juste aussi rappeler un point sur la communication et sur l'éducation. Pareil, on a la même limitation en tant que syndicat professionnel. Les adhérents vont avoir différentes stratégies et différentes actions au niveau de la communication. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts sur un pourcentage de notre budget, par exemple, là-dessus. Par contre, sur votre question, est-ce qu'on le fait vraiment? Je pense qu'on peut fournir des exemples très concrets de différentes campagnes qui sont toutes accessibles en ligne depuis plusieurs années maintenant. C'est très régulier. C'est quelque chose qu'on essaye de pousser très fréquemment pour essayer d'éduquer. Merci. Monsieur André, ça va? Non, rien de particulier. Okay. J'avais noté aussi, mais il a été évoqué, le cas du Chili qui est assez emblématique. J'avais ça sous les yeux, simplement pour donner les chiffres précis. La taxe soda au Chili de 13% a été adoptée en 2014. Ils ont pris la décision de la porter à 18% en 2016, donc 13 à 18. Et donc, il y a une étude qui a été publiée sur le cas précis. La consommation de boissons sucrées a chuté de 25%, ouais, certes. Mais le taux d'obésité, il continue à croître jusqu'à atteindre en 2019 74% de personnes obèses, ce qui en fait d'ailleurs le pays avec le taux le plus élevé. Et ce qui signifie que... Et en plus, on a pu voir que ces mesures fiscales, et je l'ai dit en introduction, ont eu un impact direct sur les consommateurs les moins aisés. Donc, des fois, l'augmentation de la taxe, c'est très contre-intuitif. Très contre-intuitif. Merci. Madame Romani. Oui, merci. Moi, je souhaitais intervenir pour
saluer quand même, alors, même si je dois avouer que Madame Poumirol, j'ai pensé un peu à la même chose quand vous avez parlé des plus petites portions. Une fois n'est pas coutume d'être d'accord ensemble, mais j'ai quand même eu cette réflexion de me dire, effectivement, peut-être que le prix au 100 grammes n'a pas suivi la même évolution. Et je partage, sans vouloir être trop suspicieuse. En revanche, je salue aussi les entreprises de l'agroalimentaire qui, et comme vous l'avez bien expliqué, au nom de la liberté, peuvent proposer des produits sucrés, des produits avec réduction de sucre et des produits sans sucre. Et ça, je pense qu'il faut pouvoir l'encourager parce qu'effectivement, la liberté aussi est de choisir en fonction de ce que l'on veut, un produit plus ou moins sucré. Parce que finalement, c'est bien l'excès en toute chose qui pose des problèmes. À la fois l'alcool, le tabac, je le mettrais peut-être de côté parce qu'il n'est jamais vraiment bon, mais se dire que finalement, à partir du moment où la consommation est raisonnable, on peut se poser la question de savoir si on doit interdire ou pas ou surtaxer. Pour autant, moi, je me posais la question de savoir si vous aviez mené des sondages pour connaître l'appétence des consommateurs vers ces produits moins sucrés. Est-ce que finalement, aujourd'hui, pour une gamme de produits sucrés et moins sucrés, est-ce que le consommateur se dirige vers des produits moins sucrés ou pas ? Est-ce que du coup, parce que finalement, quand on consomme un produit sucré, on finit par se dire que effectivement, on ne se rend pas compte du taux de sucre qu'il y a. Et quand on va consommer un produit avec une réduction de sucre, le jour où on reprend un produit sucré normalement, on se dit ah mais en fait c'est sucré. Je prends l'exemple de la compote par exemple, une compote sans sucre. Le jour où vous prenez une compote sucrée, vous pouvez vous dire ah mais oui, je me rendais pas compte, j'ai consommé de la compote sucrée pendant des années sans y faire attention de me dire qu'elle était sucrée. Et maintenant que je consomme du moins sucré, je me rends compte de cette différence. Et est-ce que dans les habitudes de consommation, le fait d'avoir des produits plus ou moins sucrés, on se rend compte que les gens pourraient préférer des consommations moins sucrées? Quelle est l'appétence des gens pour ces produits moins sucrés? C'était plus une affirmation qu'une question, mais je vous laisse répondre. Alors, j'aurais pas de réponse linéaire à vous faire parce que je pense que la réponse, elle dépend totalement d'un produit à un autre dans mon portefeuille de produits de mes clients. En réalité, c'est une question d'âge, vous dites, c'est ça? Non, je dis, est-ce qu'il y a des sondages qui sont faits? Est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui l'appétence des gens pour des produits plus ou moins sucrés? S'ils ont le choix, est-ce que naturellement, ils se dirigent aujourd'hui plus vers des produits moins sucrés? Il y a quand même une question. Sur les études consommateurs, alors on en a une qui était faite par le Crédoc Avon, qui date de 2019, donc elle est très ancienne, je ne reviendrai pas forcément dessus, je pense que les chiffres sont très vieux. On a une étude conso qui va être lancée dans les prochaines semaines. Donc on aura les résultats dans quelques semaines, dans quelques mois, pour être très clair. À mon avis, fin d'année, début d'année prochaine, on aura une vraie étude complète qui sera intéressante d'analyser. Après, ce qu'on constate en termes de gamme, c'est parce que ça, c'est le rapport au CALI dont on parlait, Observatoire à l'alimentation, qui l'évoque, qu'il y a une vraie diversité de produits proposés. Aujourd'hui, sur l'impact consommateur, c'est assez difficile de vous répondre. Mais on peut... je vous confirme, et c'est pour ça justement qu'on fait cette étude consommateur pour l'année prochaine, qui est en cours, quoi. Monsieur, c'est bon pour tout le monde? Oui, allez-y. La question de madame est vraiment une vraie question. Il faut avoir en tête que certains produits, pour avoir pris des tournants stratégiques, ont fait des produits en réduction. Le premier produit de leur gamme, c'est un ancien brasseur qui parle. Le plus grand brasseur mondial, Budweiser, aujourd'hui, le premier segment chez Budweiser, c'est Bud Light. Comme le dit son nom, c'est une bière légère. Le Cola Zéro, pour ne pas donner la marque, le Cola Zéro est devenu, chez certains dans cette grande société américaine, le produit pratiquement vedette maintenant de la gamme.
nous, dans la confiserie, on a lancé des produits à moins 30. Au début, on pensait qu'il ne serait que de niche. Maintenant, on commence à constituer une petite gamme de ces produits à moins 30%. Et donc, pour répondre très concrètement, je pense qu'on n'a pas de réponse à travers sondage ou pas sondage. Je crois que ce qu'il faut faire à l'avenir, et là encore, je vous le dis, je ne sais pas s'il faut l'imposer ou le suggérer fortement, il faut donner le choix aux consommateurs. Il faut donner le choix aux consommateurs sur des gammes de grandes marques. Et de ce point de vue-là, vous avez à travers l'ANIA la représentation des plus grandes marques de l'agroalimentaire. Vous avez 80% du chiffre d'affaires. Et là, il peut y avoir à travers une démarche type charte de dire, tiens, assurons-nous que toutes les grandes marques offrent des alternatives différentes. Je ne dis pas allégées, je ne dis pas réduites, je dis différentes aux consommateurs, nouvelles en tout cas, et qui permettent de l'éclairer par rapport aux conseils d'alimentation qu'on va lui donner. Voilà. Ça c'est important. Est-ce que tout le monde joue le jeu? Est-ce que tout le monde va dans le sens que vous préconisez? De ce point de vue-là, votre question, elle est tout à fait pertinente. Merci. Madame Doineau a une petite question à vous poser. Moi, je voudrais surtout parler des boulangers qui ont vraiment construit ces dernières années une politique vraiment différente en mettant de moins en moins de sel dans leur pain. On s'est franchement bien habitué à consommer ce pain. Et en fait, c'est une suggestion. Il existe aujourd'hui de la bière sans alcool, même du vin, paraît-il, sans alcool, des boissons moins sucrées. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut essayer justement d'avoir ces produits tests sur lesquels les consommateurs pourraient être interrogés pour justement les rendre responsables. Parce qu'on le sait très bien que dans un certain nombre de familles, qui ont une éducation, qui savent que manger correctement va forcément avoir des bienfaits pour la santé de leurs enfants. Enfin, moi, je vois tous les jeunes parents un petit peu qui ont fait des études. Ils ne donnent pas de sucre avant l'âge de 3 ans. C'est quand même un phénomène que nous, même en tant que parents, nous n'avons même pas imposé à nos propres enfants. Mais voilà, je vois ces nouveaux parents. Et je pense que vous serez amenés de toute façon, les uns et les autres, à avoir des produits comme transformés qui sont moins justement avec moins de sucre, moins de sel et moins de gras parce que de toute façon, mais c'est surtout la population des personnes, des familles qui sont en plus grande difficulté, qui n'ont pas forcément un regard sur les préconisations ou les conseils qui sont donnés. Qui, pour moi, sont en difficulté parce qu'en fait, c'est là où on trouve le plus souvent des enfants qui sont atteints d'obésité, qui ont des problèmes aussi de surconsommation de certains produits. C'est pour ça que je pense à des produits tests qui pourraient en tout cas être de façon éducative et amusante, parce qu'il faut que ce soit ludique, hein, et bien en tout cas conseiller aux jeunes enfants, quelle que soit en fait la famille dans laquelle ils vivent. Mais madame, si je puis me permettre, moi je m'inscris complètement en ligne avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que un industriel de l'agroalimentaire préférera toujours vous suivre sur la suggestion que vous faites, c'est-à-dire offrir des opportunités, laisser sa chance à des produits, donner la possibilité aux consommateurs de tester des choses nouvelles, plutôt que à travers des injonctions de type très traditionnelle française, de taxes ou d'impôts, etc., se voir imposer des choses. Par contre, il faut trouver la juste mesure entre ce que vous suggérez, madame, c'est-à-dire donner dans vos gammes la possibilité d'avoir des produits différents, et dans ce cas-là, on regarde les résultats sur une durée de 3, 4, 5 ans, le temps d'une charte, et vous verrez que ça ira dans le bon sens, inévitablement. Oui, monsieur Foucault. Juste pour compléter, si vous me permettez, merci beaucoup. Et Jean-Philippe André l'a dit, Hélène Croix l'a dit aussi pour les boissons rafraîchissantes, les industriels sont engagés. Vous citiez l'exemple du pain et la diminution du taux de sel dans le pain. Ça, c'est un exemple d'engagement des industriels de l'alimentaire. Et depuis 2007, dans le cadre du PNNS, le Programme National Nutrition Santé, les industriels de l'alimentaire, avec les pouvoirs publics, peuvent s'engager à signer des chartes, d'engagement dans lesquelles ils s'engagent à mettre en place, à faire des progrès sur le volet nutritionnel de leurs produits. Et depuis 2007, ce sont 35 chartes comme celle du pain qui ont été signées, donc 35 chartes
d'engagements nutritionnels volontaires dans le cadre de ce PNNS qui ont été signés. C'est là la démonstration aussi de la volonté et de la bonne volonté et au contraire de l'engagement de l'amélioration de la qualité de l'offre alimentaire que prennent tous les ensemble les acteurs de l'industrie alimentaire et qui sont prêts à continuer à prendre. Voilà, vous nous demandiez, et on l'a dit, et je pense que c'était le message qu'a fait passer Jean-Philippe André dès l'introduction et qui a été également passé par Hélène Croate, c'est que nous sommes prêts à aller plus loin dans ces engagements volontaires. Nous sommes prêts à vous accompagner à atteindre des objectifs chiffrés. Et pour ça, il faut nous aider. Il faut créer des espaces de discussion. Il y a aussi, Hélène n'en a pas forcément parlé, pourtant c'est un sujet dont elle parle souvent, mais du droit de la concurrence. Aujourd'hui, on est aussi tenu au droit de la concurrence, et parfois il est difficile de mettre autour d'une même table tous les acteurs d'un même secteur pour pour se fixer des objectifs à atteindre. Donc voilà. Mais en tout cas, les industriels de l'alimentaire sont prêts à le faire. Ils l'ont démontré depuis 2007 et ils sont prêts à le démontrer encore dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci. Oui. Peut-être juste pour vous répondre, je partage effectivement, il doit y avoir une offre de produits qui doit être faite au consommateur et voir un peu sa réaction. Je vous renvoie, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là je vous noierai de chiffres sans aucun intérêt dans notre discussion, mais sur le rapport de l'Observatoire de l'alimentation qui fait une étude non pas de la consommation mais des produits mis en marché, qu'on voit bien il y a une évolution des produits alors sans sucre, avec ou sans édulcorant. Donc on a différentes stratégies puis de différentes types de produits qui sont testés et mis en marché. Quand un produit est mis en marché par un industriel, ils font aussi ce test consommateur. Donc, il y a une vraie étude qui sont faites par les industriels là-dessus pour répondre à votre question. Mais je partage ce qui vient d'être dit. On en revient au fait que l'obésité a une cause est multifactorielle et que donc ça doit être un ensemble d'éléments. Donc, ça va être une diversité de produits offerts avec une éducation nutritionnelle autour d'un mode de vie sain et équilibré qui vont en fait se compléter l'un l'autre. Monsieur Auger. Oui, merci bien. Juste en total accord avec ce qui vient d'être dit par les collègues. Et juste pour faire un petit point, quand on pense par exemple aux édulcorants en tant qu'outil, un des outils vraiment à disposition de l'industrie pour pouvoir reformer ou proposer ces produits, comme vous dites, produits tests, en tout cas amener une nouvelle offre. On a une situation un peu paradoxale où certains efforts de reformulation peuvent être un peu pénalisés même par cette taxe. En tout cas, la valeur ajoutée de tenter ce genre de choses pour un industriel pourrait être au moins questionnée à cause de ce genre de développement comme la taxe. Mais je pense aussi à l'évolution très récente du Nutri-Score qui, par exemple, fait changer de classe une boisson contenant un édulcorant pour une simple présence, d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec des taux. Une simple présence donne des points négatifs. Et là, on a beaucoup de mal à comprendre la logique, on a du mal à comprendre aussi les bases scientifiques à une telle décision parce que c'est en total désaccord avec ce que nous, on perçoit. Voilà. Donc simplement, en termes de non pas encourager d'accord, mais aussi ne pas pénaliser certains efforts qui sont en train d'être faits. Merci. Bien. Je vais vous remercier pour l'ensemble des réponses que vous nous avez apportées. Je dois dire que lorsque nous nous sommes mis d'accord avec les rapporteurs dans le cadre de l'AMEX pour mettre cette mission en place, le but, le constat que nous faisions, c'est que tous les ans, il y a une augmentation importante des dépenses de santé, liée essentiellement d'ailleurs à un allongement de la vie, bien sûr, et à une augmentation importante du nombre de diabétiques en particulier. La Sécurité sociale nous dit régulièrement qu'il va y avoir plus 1 million de diabétiques par an supplémentaires. Type 1 ou type 2, c'est tout mélangé, lié aussi à l'augmentation d'obésité et à l'hypertension artérielle. Donc notre sujet, c'est de faire en sorte que ces augmentations, évidemment, entraînent des déséquilibres des finances de la sécurité sociale. Et notre but, ça n'est sûrement pas, et je tiens à vous rassurer, de proposer une augmentation de la taxation. Ce n'était pas du tout notre volonté, bien au contraire. Nous avons constaté depuis longtemps, en particulier dans l'alimentaire, que l'augmentation de la taxation n'entraînait pas de diminution ni du nombre de diabétiques, ni du nombre d'obèses, et qu'il fallait plutôt travailler avec vous pour diminuer d'une manière assez importante, comme vous le faites d'ailleurs, l'alcool, le sucre, etc., dans les aliments. Et nous comptons donc faire des propositions dans ce sens-là, plutôt que des propositions dans le sens de l'augmentation de la taxation. Et puis je voudrais terminer en décontractant complètement l'atmosphère et poser une question à monsieur André. J'allais dire, monsieur André, j'ai une question à vous poser. Vous avez été
longtemps le grand patron d'une grande maison, la maison Haribo, qui a un slogan terriblement efficace, mais terriblement dangereux. Haribo, c'est beau la vie. Est-ce que vous en êtes l'auteur? Alors, d'abord, j'apprécie le final de cette session, et je suis au regret de vous dire que le slogan n'est pas complet, Monsieur le Président. Puisque Haribo, c'est beau la vie, virgule, pour les grands. Et les petits. Et les petits. Et les petits. Mais oui. Voilà. Je ne voulais pas insister sur la diction. C'est ça, d'accord? Oui, à Tagada surtout. Je n'en suis pas l'auteur. Moi, je suis chez Haribo depuis 2006. Ça c'est la version française. En Angleterre, on dirait Kids and grown-up love it so, the happy world of Haribo. En allemand, c'est Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Oui, c'est une société allemande. Mais non, mais c'est. Par contre, j'ai pas fait ça, mais on a développé beaucoup le chiffre d'affaires de la société. Et je le répète, sans doute ça intéresserait l'une ou l'autre autour de la table, dans l'intérêt bien compris de tout le monde, c'est-à-dire à la fois des consommateurs qui ont eu une gamme, on a explosé par 3 le chiffre d'affaires de cette société, mais on a aussi mis en place, et je le dis devant des sénateurs, de l'intéressement égalitaire. C'est-à-dire que du patron, du balayeur au président, si on veut simplifier comme ça, tout le monde touche la même chose chez nous en termes d'intéressement. Et je pense qu'à la fin, et c'est pour ça qu'on a pris aussi des engagements sur la nature des produits, c'est une cohérence globale. Donc Haribo, c'est beau la vie, et aussi pour les sénatrices et les sénateurs. Ok. Merci, bonne soirée à tous.